En 3 mots. En 3 mots, moi je dirais incertain, intense et rythmé. Voilà, avec une première étape qui est loin d'être plate. Hein. On part de Marseille en direction de Saint-Victoré avec 2500 mètres de dénivelé et pas loin de 170 km. Et puis la deuxième étape qui est la nouveauté, hein, ce qui change complètement le profil du parcours et du vainqueur final sans doute, puisque on part de Fort-Calquier, avec une arrivée au sommet de la montagne de Lure, 170 km encore, et une montée finale de 17 km. Et avant de basculer sur cette troisième étape, sans doute exposée au vent et avec des différences au classement général, ce qui peut laisser augurer entre Rognac et Arles une bagarre pour la victoire d'étape, ou pourquoi pas renverser le classement général si ça se joue à coup de bonification. Donc 3 journées de course, hein, on est resté sur 3 jours après être passé de 4 jours à 3 jours entre 2024 et 2025. On préfère assurer 3 belles journées de course que d'être un petit peu limite au niveau budgétaire sur 4 jours. Donc voilà, très, très satisfait du parcours et des équipes engagées. Ce qui renforce l'intérêt des équipes, ce qui nous a permis de plus vendre l'épreuve. Et puis tout simplement, il y a de l'incertitude, il y a encore davantage d'incertitude. Et je pense que le public également ne va pas s'y tromper, puisqu'on a une diffusion sur une chaîne nationale gratuite. Ça aussi, c'est une belle évolution. Donc en plus, en début d'année comme ça, on arrive après des mois un petit peu où il n'y a pas eu de vélo, et le public, les téléspectateurs sont en demande, quoi. Donc il y a tout qui est réuni pour avoir 3 belles journées. Ça sera quand même un peu dur, cette montagne de Lure. On l'avait vu en 2022, il y avait eu des écarts avec Quintana et Julien qui étaient devant. Ça va changer forcément la physionomie de la course par rapport à 2025 et certainement le vainqueur final. Ouais, c'est vrai, la montagne de Lure, c'est régulier quand même comme ascension, et c'est vrai que c'est pas plus mal, parce que un coureur qui est vraiment très en forme, qui est pas forcément pur grimpeur, il va pas se faire épailler comme ça dès le pied. Donc bon, je crois quand même que les purs grimpeurs vont avoir l'avantage, mais avec un gros vent de face et un état de forme avancé, normalement, Mads Pedersen devrait avoir du mal à s'imposer, mais quand je me rappelle de lui sur un Paris-Nice 2025 dans la montagne, et je suis sûr que les internautes qui lisent Cyclisme Actu s'en rappellent, puisque ce sont des passionnés, le niveau que Mads Pedersen est capable d'avoir, je ne l'écarterai pas forcément, mais même si ça serait surprenant, mais bon, voilà. Il y a de l'incertitude, et c'est un casse-tête, je pense, pour les équipes, dans le bon sens du terme, de composer son équipe, parce que sur le CIC Tour de la Provence, il faudra être prêt à peut-être des bordures, il faudra être prêt à des sprints, et il faudra être prêt à une arrivée en montagne, avec des leaders dans chaque domaine, mais aussi des équipiers. Donc à un moment, soit on choisit, soit on fait un peu moyen partout. Et puis au-delà du CIC Tour de la Provence, il y a des courses en même temps, au Portugal, en Espagne. La semaine d'après, il y a l'UAE Tour, une course World Tour. Donc ouais, notre épreuve a toute sa place dans le calendrier. Et pour autant, les équipes, elles sont aujourd'hui partout, quoi. Justement, il y aura 16 équipes, 5 World Tour. Ce sera un peloton un peu amoindri. Ça va ouvrir la course. Puis ça va peut-être aussi, c'est peut-être pour des raisons de sécurité aussi, ce choix de réduire le nombre d'équipes engagées. Oui, 16 équipes, c'est un choix, c'est une contrainte et un choix. On va pas se cacher la vérité. Au niveau budgétaire, d'avoir une course avec 20 équipes ou 16, c'est pas la même chose. Mais au niveau sécurité également, c'est pas du tout pareil. Et lorsque j'ai accepté il y a 2 ans de m'engager aux côtés du Tour de la Provence, de l'organisation, pour en être le porte-parole et apporter mon œil d'ancien coureur, c'est d'une part parce que en termes de planning, ça n'interférait pas sur mes 2 fonctions qui sont sélectionneur national et consultant pour France Télévisions, parce que c'est une période de l'année où c'est creux pour moi. Mais
Mais ma priorité, c'était d'axer sur la sécurité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de soucis, mais c'est vrai que d'avoir 16 équipes, je préfère qu'on ait l'humilité de se rôder, de continuer, de faire appel à des compétences et de bien gérer 3 journées au lieu de 4 avec 16 équipes au lieu de 20, quitte à malheureusement faire des frustrés et créer des frustrations. En gros, de bâtir des fondations solides, et on verra à l'avenir, mais le côté, c'est plus que le côté budgétaire, c'est vraiment le côté sécuritaire qui nous a guidés pour être à 16 équipes, et c'est vrai que c'est pas forcément quand on a le plus grand nombre d'équipes que le spectacle est meilleur. En quelques mots, en plus de ce côté sécuritaire, quel est votre rôle en tant que porte-parole de l'épreuve ? C'est apporter aussi votre connaissance et essayer d'aider les organisateurs. Oui, en fin de compte, moi, plus que de dire oh, je suis parrain de l'épreuve, c'est pour ça on m'a trouvé la qualification de porte-parole. Je suis pas celui qui est le plus les mains dans le cambouis tout au long de l'année, hein, parce que j'ai 2 métiers, moi j'ai 2 fonctions principales, et là je suis en tant que porte-parole de l'épreuve, mais j'ai cette expérience d'ancien coureur, et puis de ce que j'ai pu voir en étant déjà de l'autre côté de la barrière depuis 2017. Donc que ce soit d'un aspect le côté sportif ou le côté sécuritaire, on travaille en équipe, et c'est vrai que le directeur de l'organisation, Patrick James, me sollicite tout au long de l'année pour avoir mon avis sur des prises de décision, et c'est très appréciable de pouvoir m'appuyer sur une telle équipe, et sans que ça me prenne trop de temps néanmoins, puisque j'ai un sens des priorités, et être porte-parole du Tour de la Provence me tient à cœur tout simplement. Pour vous aussi, ce sera la rentrée, la première course de la saison. Alors ça sera mon premier déplacement de l'année 2026, en effet. Ceci dit, je ne vais pas attendre le CIC Tour de la Provence pour me mettre dans le bain. Mais de toute manière, comme tous les passionnés de vélo, l'hiver est un petit peu long. On a hâte que les courses reprennent, et puis c'est vrai qu'il faut faire la mise à jour avec les transferts, les changements, les nouvelles équipes aussi, les changements qu'il y a au niveau des coureurs, mais aussi des staffs, ce qui saute un peu moins aux yeux. Donc il y a tout ça à appréhender, et c'est vrai que là où il y a quelques années il pouvait y avoir un rodage en début d'année, ce qui est vrai pour les coureurs, c'est vrai aussi pour les suiveurs. Il faut chacun dans sa fonction, et moi dans celle des sélectionneurs, il faut être tout de suite sur le pont, mais ça tombe bien, ça me plaît bien. Vous êtes pressé de revoir vos coureurs ? Ouais, j'aime avoir un suivi sur l'ensemble de l'année, et j'aime le vélo tout simplement, quoi. Une ambiance course, et pas seulement sur les plus grandes courses comme le Tour de France, le CIC Tour de la Provence. On est ambitieux, mais on est réaliste aussi. On n'est pas à ce niveau, mais notre course a toute sa place dans le calendrier, et c'est la force du vélo justement d'avoir cette diversité d'épreuves qui est toujours accessible pour autant, quelle que soit la qualification de la course, et avec toujours des coureurs qui sont hyper abordables par rapport à certains sports. Et pourquoi ils sont abordables? Parce que c'est un sport tellement difficile que si vous commencez à rentrer dans une dimension où vous voulez jouer la star, et je suis bien placé pour le savoir, le sport cycliste est tellement dur que ça vous remet vite les pieds sur terre. Mais moi j'ai un très bon souvenir de Arles. En plus, c'est l'arrivée finale qui tombe le dimanche, donc il y a toujours un public de folie. On passe une fois sur la ligne d'arrivée avant l'arrivée finale. Et puis cette année, l'étape est encore un peu plus longue en termes de kilométrage, plus de 210 km. La veille, une arrivée au sommet, donc avec de la fatigue dans les jambes, et donc peut-être que ça soit une échappée ou un scénario un peu plus incertain. Est-ce que le peloton va revenir pour un sprint massif? Tout ça je peux pas forcément le prédire. J'aimerais bien, je ne le cache pas, qu'il y ait un petit peu plus de vent que ces 2 dernières années, puisque si ça souffle, là il y a moyen d'avoir de l'animation, mais ça on décide pas de la météo forcément. Qu'on ait un beau spectacle, une belle journée dans l'ensemble, au-delà même du passage des coureurs, qu'il y ait de l'animation, et il y en aura, donc voilà, que ça procurer du plaisir à tout le public qui sera présent pour ce dernier jour de course. Justement à propos du public, une étape comme ça va bien au-delà du vélo. Qu'est-ce qu'on peut dire pour attirer aussi ceux qui ne sont pas forcément fans de vélo, mais qui peuvent passer aussi une excellente journée?
Bien, c'est assez simple, hein. Le vélo, c'est encore, je pense que c'est le seul sport où vous avez les meilleurs du monde qui passent devant chez vous. Et c'est un sport gratuit quand on veut venir le voir. Quand on veut le pratiquer, des fois ça coûte un peu cher. Mais en revanche, vous avez les meilleurs, les plus grands champions au monde qui passent, qui passent tout près de la maison. Avant le départ ou après l'arrivée. Alors quand ils passent devant, ils passent assez vite en général. Mais c'est un privilège d'avoir un spectacle sportif de premier plan et qu'il soit gratuit, et en plus qu'ils viennent à la rencontre des gens. Et ça, le public ne s'y trompe pas. Ajoutez à cela que c'est un sport, en tout cas en France, hein, comme dans d'autres pays d'Europe, mais en France et spécialement, culturellement, c'est le sport cycliste, c'est populaire, quoi. Il y a quelques dizaines d'années, c'était encore plus populaire que le football. Donc le cyclisme, c'est vraiment... Voilà, en France, c'est culturel, et il y a surtout des transmissions j'allais dire, plus que de père en fils, de grands-parents en petits-enfants. Et ça, quand quelqu'un regarde passer du vélo, ça lui rappelle obligatoirement des souvenirs d'enfance, et c'est ce qui assure un petit peu la pérennité de ce sport dans l'imaginaire français. Ouais. La victoire en général? Un pronostic pour la victoire finale. On a le nom de toutes les équipes engagées. Mats Pedersen a annoncé qu'il revenait. Je connais pas assez les coureurs qui seront au départ. On n'a pas encore de certitude sur les coureurs qui représenteront chacune des équipes. Donc c'est difficile. Je peux plus viser un petit peu un profil de coureur. Évidemment, mon regard se tourne vers les grimpeurs qui seront engagés. Les équipes mixeront sans doute leurs compétences au sein de leurs équipes entre les sprinters, les punchers et les grimpeurs. Mais à cette époque de l'année, on peut avoir des petites surprises, des coureurs qui ont eu un état de forme avancé, qui passent mieux la montagne que d'autres. Mais là, justement, la montagne de Lure, c'est quand même un sacré morceau. Et je pense que des équipes de World Tour, au nombre de 5 qui sont présentes, vont pourquoi pas régner un petit peu sur la course.